et bienvenue pour un nouvel épisode de Ficelle Podcast. Aujourd'hui, on va vous parler de la Basketball Champions League. Et avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, un nouveau, c'est Nicolas. Salut Nicolas. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Eh bien écoute Nicolas, ça me fait très plaisir de t'avoir sur ce podcast. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter? Moi, je suis un journaliste, entre autres, italien. Je viens de Sassari, une ville de basket. Donc, je suis des baskets italien depuis mon enfance et depuis une dizaine d'années aussi des baskets européens parce que la Dynamo a commencé à jouer les compétitions européennes depuis qu'il a rejoint la maximum division d'Italie. Donc, depuis les débuts des années 10. Et puis voilà, je travaille à Bruxelles dans les institutions européennes et je suis les baskets en tant qu'hobby pour différents médias, surtout médias en ligne, régionaux en Sardaigne et nationaux en Italie. Ok, bah écoute, ça tombe bien parce on va en parler dans ce podcast de ce club qui a eu une ascension fulgurante. Alors j'ai noté, hein, la Dynamo Sassari, c'est notamment le Scudetto en 2015, c'est deux Coppa Italia et c'est la FIBA Europe Cup en 2019. C'est ça. Donc c'est une équipe qui a gravi les échelons vraiment assez rapidement. Et moi, je dois te dire que j'ai été assez marqué, hein, parce que j'ai connu l'époque où il y avait notamment Drake et Travis Dinner, l'époque où il y avait Jerome Dyson notamment. Donc vraiment, ça fait partie des équipes qui m'ont marqué et on va pouvoir en débattre dans ce podcast. Et je voulais également savoir, est-ce que dans les clubs français, il y a un club pour qui tu as une préférence? J'ai vécu à Strasbourg 2 ans et donc je me suis fait les plaisirs d'aller suivre les matchs de Champions League, notamment de la SIG. Par contre, l'année dernière, c'était pas vraiment la bonne année pour voir de grands spectacles au Rhenus. Cette année, j'ai vu que ils se sont un peu remis. Ils ont trouvé un Bonzi Colson, un très bon leader, et peut-être grâce au fait qu'ils ont joué moins de matchs de championnat et qu'ils pouvaient mieux préparer leur match des BCL, ils ont réussi brillamment à passer les caps de la première phase et à se qualifier à cette deuxième phase. Oui, si je dois indiquer une préférence de cœur dans les baskets français, c'est sûrement la SIG. S'il y a une équipe française, en revanche, qui a marqué les esprits de passionnés italiens, c'est sûrement les miracles Nanterre il y a quelques années quand ils ont réussi à gagner la proie voilà, contre tous les pronostics. Ouais, et puis tu vois, c'est intéressant que tu parles de ce genre d'équipe parce que quand on parle de Sassari, quand on parle de Nanterre, Burgos notamment, on va en parler, Trento, Dijon, quand on parle de toutes ces équipes-là, c'est vraiment ce genre d'équipe auquel moi j'aime, c'est ce que j'aime dans le basket européen, c'est le genre d'équipe auquel on peut s'identifier. Tu vois, il y a des baskets où tu n'as pas des équipes qui sont situées dans des villes de taille moyenne, tu vois, et notamment en Euroleague, parce que maintenant c'est devenu une ligue fermée avec que des gros clubs dans des grosses villes, ou encore NBA, même si on sait que c'est un monde qui est complètement différent. Et écoute, on va pouvoir en parler parce qu'on va aborder la saison de Basketball Champions League. On va faire un petit récap sur cette saison. Je voulais savoir, est-ce que lors de cette saison de Basketball Champions League, tu as eu des coups de cœur? J'ai des coups de cœur probablement pour les deux équipes qui se sont vraiment montrées au-dessus du niveau, hein. C'est les deux équipes qui ont gagné les deux dernières éditions des BCL parce que Tenerife et Burgos se sont confirmés sur des niveaux excellents, non seulement en BCL, mais aussi en championnat. Et cela prouve aussi les faits que les niveaux de la BCL est vraiment monté ces derniers temps, parce que Tenerife est troisième dans la Liga espagnole et Burgos est cinquième. Donc au milieu, il y a que des équipes d'Euroleague. Et donc oui, Tenerife est meilleur.
euh, meilleure attaque, enfin, parmi les meilleures attaques de cette première phase, avec 92 points par match, et premier aussi dans les pourcentages à 2 points, et deuxième dans les assists, avec 23 assists par match. On voit ici un vrai basket européen où la balle circule, il y a peu de jeux individuels. C'est vraiment un plaisir pour les yeux avec des joueurs experts comme Marcelino Huertas, Fittipaldo et Shermadini, qui selon moi, c'est probablement les meilleurs joueurs de cette compétition. Le pauvre Miro Bilan, qui est aussi un joueur excellent, le pivot de la Dinamo Sassari, a vraiment souffert contre lui. Shermadini est le pivot géorgien qui a été d'ailleurs élu meilleur joueur de la Ligue espagnole dans le mois de janvier. Et puis Burgos, bon, grande surprise dans l'édition précédente parce que ils partaient des qualifications en été et puis ils sont arrivés tout au bout. Ils ont éliminé justement la Dinamo Sassari dans les huitièmes et en Final Eight, ils ont gagné contre toute attente et ils ont gagné un groupe, le groupe H, qui était très difficile. Ils ont perdu un seul match d'un point à Ostende. Voilà, c'était les premiers matchs. Puis des victoires faciles à domicile et des mesures à Brindisi et à Istanbul contre les Darüşşafaka. C'était vraiment probablement la poule la plus compliquée. Et là aussi, Benite, Omar Cook, grande prestation, grande passation de balles, 90 points, 5 par match, c'est la troisième équipe après Tenerife et Nîmes, et 24 assists par match, c'est la première équipe. Ça prouve que les équipes espagnoles sont vraiment sur un autre niveau. Et à part les coups de cœur, je voulais juste mentionner les surprises parce que Bakenbergs a fait une deuxième partie des poules incroyables dans les groupes A. Qui est le groupe de la Dynamo, toujours. Ils ont vraiment fait peur à la Dynamo, ils ont failli se qualifier et ils présentent chaque année des outsiders américains dont on n'avait jamais entendu parler, mais qui après, ils impressionnent vraiment. Et bah, pareil, Nîmes, qui s'est confirmé à de très haut niveau. C'est un club tchèque d'un pays mineur dans le basket, mais qui après fait toujours une belle figuration. Et voilà, je voulais juste mentionner ces deux petites surprises, Nimburg qui est d'ailleurs qualifié et Bakenbergs, que s'ils continuent comme ça, probablement ils vont être qualifiés dans la deuxième phase à partir de l'année prochaine. Eh ben écoute, moi perso, bah, c'était mes coups de cœur. Voilà, c'est les clubs soit des pays où le basket paraît pas forcément très médiatisé, mais qui commencent à faire parler d'eux. Et notamment bah, le club danois des Bakenbergs, parce que ce qu'ils ont fait, bah, c'est énorme. C'est énorme et ça prouve que petit à petit, la FIBA permet à ces pays-là de mieux se structurer, d'avoir des clubs dans ce genre de compétition. Et moi, c'est un principe que je défends. Et quand on voit également ce qu'a fait encore cette année le Falco Zambatelli, qui est un club hongrois, qui déjà l'année précédente était passé pas loin d'une qualification, sachant que l'année d'avant c'était sur 14 matchs, et ben là c'est passé pas loin. C'est vraiment, ça s'est vraiment joué à très peu de choses. C'était lors du dernier match face à Nijni. Au final, il se qualifie pas, mais on se dit vraiment que on peut déjà se demander si le basket n'a pas progressé dans ce genre de pays. Et sinon, j'ai noté également le VEF Riga et Igokia, le club de Bosnie-Herzégovine, situé à Aleksandrovac. Alors certes, c'est des pays de basket, c'est pas des grands pays par la superficie, mais le championnat letton-estonien est pas non plus le championnat le plus relevé d'Europe. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir de les voir qualifiés en play-off, le VEF Riga. En plus, c'est une équipe qui a pratiqué un jeu que j'aime beaucoup, assez spectaculaire avec des dunks, avec des alley-oops. Ils ont notamment deux super américains avec Kyle Holman et Michael Kaiser. Et en plus de ça, en ce qui concerne l'Igokia, ben, alors ils jouent dans la Ligue Adriatique qui est vrai qui il est vrai une ligue quand même assez relevée. Mais ça prouve aussi que la Bosnie-Herzégovine, des pays comme ça, petit à petit arrivent à se faire leur place dans des compétitions telles que la BCL.
Et moi, c'est ça qui me fait très plaisir, c'est de voir que à ce niveau-là, ben, ça progresse. Et c'est un principe vraiment qu'on peut défendre. Je pense que tu serais d'accord avec moi par rapport à ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, bon, Nimburg était dans les Final Eight dans la dernière édition. Donc, Ouais, aussi. Ben, eux, moi, ils ont toujours été pas trop mal, hein, même à l'époque où ils jouaient l'Eurocup. Mais c'est vrai que on peut les mettre dans les ouais, petits pays, bah, quoi. je voulais dire je voulais dire en parlant de ça que je ne serais pas étonné si un club comme Igokea ou comme Riga sera dans les 8 derniers. Parce qu'il y a toujours la petite surprise. On pense aussi à Anvers. Il y a 2 éditions, dans l'édition gagnée par la Virtus Bologne, Anvers qui a organisé la Final Eight. Et, bon, si je ne me trompe pas, à l'époque, c'était la Final Four et qui avait commencé la saison par les qualifications. Donc il y a toujours une équipe d'un petit pays qui arrive jusqu'au bout et ça, comme tu as souligné, il faut donner les mérites à la FIBA, c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Moi, c'est ça qui me plaît dans ce genre de compète, hein. C'est ça qui fait que pour moi, c'est une compétition vraiment dense. C'est encore plus cette année avec le format resserré. Alors certes, dû au contexte sanitaire, mais j'ai l'impression que là, avec le fait que ça se joue en 6 matchs et que c'était des groupes de 4, bah, c'est ça qui a fait qu'il y avait encore plus de suspense, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que tu avais un autre coup de cœur? Au niveau des coups de cœur, bah, les Italiennes ont sûrement bien figuré parce que Brindisi et Sassari, et là je pense qu'on en revient plus tard pour les débats sur le niveau de cette compétition, non seulement ils sont deuxième et troisième dans les championnats, mais ils ont offert un jeu très spectaculaire dans cette BCL. Donc bravo surtout à Brindisi pour avoir construit une équipe pratiquement des zéros après avoir dû dire au revoir à leurs champions principaux comme Banks qui est passé à la Fortitudo de Bologne. Mais ils ont trouvé une équipe guidée par D'Angelo Harrison qui est vraiment impressionnant, qui est profonde qui a des joueurs très très multitasking, je dirais. Euh, Ensuite, au niveau des coups de cœur, moi, je n'ai pas particulièrement suivi les autres groupes, donc je vais pas t'en dire plus. Un vrai coup de cœur, hein, vu qu'on a parlé de Beckenbauer, c'est un joueur, c'est le playmaker Q.J. Peterson, Ah parce ouais, énorme. que parce que moi, j'ai jamais vu un meneur qui fait des tapines au panier, qui de cette manière, voilà, qui saute sur la tête des pivots et corrige avec un dunk des tirs qui sont en train de sortir. C'est vraiment impressionnant. Il est aussi très fort à 3 points. Et donc, ça, c'est peut-être le joueur surprise, le MVP symbolique de la première phase. Bah écoute, moi en ce qui concerne mon autre coup de cœur, c'est le club turc du Pinar Karşıyaka. Alors, on va pas se le cacher, hein, c'est un club où il y a le petit français Amath Mbaye, voilà, qui a fait des grosses perfs. Donc c'est également pour ça que c'est un de mes coups de cœur. Mais c'est aussi un club qui, il y a quelques années de ça, avait été champion de Turquie. Et j'avais le sentiment ces derniers temps qu'on en entendait un peu moins parler. Et là, cette compète, quelque part, les relance un petit peu. Ils ont en plus de ça des grosses individualités avec Reymar Morgan notamment. Ils ont Sek Henry, ils ont Tony Taylor. Et en plus, ils ont un super coach qui est Ufuk Sarika. Donc, ce que j'aime avec cette compète qui est la BCL, c'est qu'elle permet à certains clubs qu'on voyait un peu moins ces derniers temps ou qui paraissaient un peu en perte de vitesse de se relancer quelque part. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir parce que quand tu vois aujourd'hui la Virtus Bologne en Eurocup, quand tu vois des clubs qui sont encore en BCL mais qui sont toujours au top comme l'AEK Athènes ou Tenerife,
bah, c'est là qu'on se dit vraiment que cette Basketball Champions League, elle a vraiment un potentiel intéressant, quoi. Bah, c'est un deuxième Eurocup, je pense, hein. C'est Clairement. exactement ça. C'est comme si on avait une deuxième compétition européenne. Bah, en fait, l'Euroleague, plus qu'une compétition, il est maintenant un vrai championnat européen, des meilleures équipes européennes. Et puis, on a deux compétitions au même niveau et une toute petite compétition, la FIBA Europe Cup, qui a donné de la joie aussi aux supporters sardes avec la victoire de la Dynamo en 2019 et qui est aussi un bon tremplin pour la phase successive qui est la Champions League. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous parlons de compétitions avec désormais les mêmes niveaux et c'est toujours très, très drôle, très intéressant. Ça a été mon principe dès tout petit, hein. C'est aussi peut-être ça qui m'a fait aimer l'Europe, c'est découvrir les continents à travers les sports. Et comme tu dis, quand il y a des équipes qui viennent des petits pays, mais qui s'équipent pour monter pour monter les niveaux, bah, ce n'est que grâce aux compétitions européennes qu'ils peuvent affronter des équipes des niveaux supérieurs et donc qu'ils peuvent s'améliorer et aller toujours plus haut. C'est clair. Alors, pour la suite du podcast, je voulais savoir, est-ce que, à l'inverse des coups de cœur, tu as eu des coups de gueule? Bah, il y a un autre coup de gueule italien qui a été un coup de gueule à la fois à un championnat et un BCL. La Fortitudo Bologne a fait vraiment Ah, mauvaise figure parce que 0-6, hein, donc 0 victoire, 6 défaites. Ils étaient certainement dans dans un groupe difficile avec Bamberg, avec Pinar Garcia et Bilbao, mais on s'attendait beaucoup plus, hein, à la fois dans le championnat et en Champions League. Ils ont commencé la saison avec Meo Sacchetti, qui est coach de la nationale, de l'équipe italienne de basket, et qui a été aussi le coach qui a guidé Sassari vers la victoire du Scudetto en 2015. C'est quelqu'un qui est capable de faire exprimer au mieux les talents des joueurs talentueux, mais quand la discipline est complètement absente de ces joueurs. Et là, on parle de Banks, de Adrian Banks, on parle de Aradori. Il y avait quelqu'un comme Ethan Hepp avant dans cette équipe qui avait été un des meilleurs joueurs du championnat italien l'année dernière avec Cremona, avec Meo Sacchetti et qui est parti de l'équipe pour rejoindre notamment Sassari. Bah, c'est une équipe qui promettait très bien et qui au final a donné de très mauvais résultats et qui maintenant par contre s'est un peu réveillé en championnat. Et puis, bon, avant de te donner mon deuxième coup de gueule, je vais passer au premier des tiens. eh ben écoute, bah, la Fortitudo, j'ai envie de dire, ça en fait partie, notamment. C'est clair que Adrian Banks et Pietro Aradori m'ont donné l'impression d'avoir du mal à être complémentaires, quoi. On a le sentiment qu'au final, ok, ça redresse la barre en championnat italien, mais en BCL, bah, ils ont vraiment mal figuré, comme tu as dit, 0 victoire, 6 défaites. Et ce que je retiens justement, en plus de la Fortitudo, bah voilà, mon coup de gueule, c'était surtout ça. C'est tous ces clubs, soit qui sont passés de l'Eurocup à la BCL et dont on a dit que c'était un événement parce que c'était ça justement qui permettait à la BCL d'être au niveau de l'Eurocup, voire même supérieur. Ou alors tous ces clubs historiques dont on disait qu'ils allaient revenir au premier plan, dont Peristeri notamment, dont Limoges, qui était aussi, qui eux étaient en Eurocup. Donc voilà, Galatasaray, Ritas, Darussafaka, Limoges, que je viens de citer, la Fortitudo, on en a parlé, et donc Peristeri, qui, même s'ils n'étaient pas en Eurocup, est un club qui, dans les années 90, était considéré comme un club historique du basket grec. Tous ces clubs-là, au final, ont rejoint la BCL, mais ça ne leur a pas vraiment permis de se relancer. Et puis, on se demande, est-ce que c'est pas un gâchis au final? Car quand tu regardes, par exemple, Galatasaray,
quand tu regardes Ritas, quand tu regardes Darusafaka, c'est des clubs qui n'étaient pas au mieux financièrement. Donc, on voit des clubs qui rejoignent cette compète et on nous dit, ouais, regardez, peut-être ça va leur permettre de se relancer. Et au final, c'est l'effet inverse qui s'est produit, quoi. C'est ça, bah, des clubs qui n'allaient pas bien financièrement et probablement c'est pour ça aussi qu'ils ont descendu dans l'échelon inférieur parce que peut-être pour gagner un Eurocup, pour bien faire un Eurocup, il faut peut-être un peu plus. Mais en tout cas, c'est bien de voir ces noms dans cette compétition. Ça donne du blason. Et Galatasaray, c'était notamment mon deuxième coup de gueule parce que je les ai observés de près parce qu'ils étaient dans les groupes A de la Dynamo. Et l'effet qu'ils n'arrivent pas à dépasser un adversaire comme Bakenberg en dit beaucoup sur la condition de cette équipe qui devait être, qui était la favorite de ce groupe avec Tenerife et qui au final est fini dernier et n'a pas vraiment donné l'impression de lutter pour gagner ces matchs. Même pas lors du dernier match contre Sassari, heureusement pour la Dynamo, parce que c'est ça qui leur a permis de se qualifier. Ritas, je suis moyennement d'accord avec toi parce que tout simplement, ils ont trouvé des équipes qui étaient au même niveau qu'eux et ils ont perdu. C'est simplement ça. C'était un groupe assez équilibré et disons que Strasbourg et Riga ont joué les rôles de surprise parce que Peristeri aussi avait l'air d'être bien équipé pour pouvoir se qualifier. Donc, moi, quand je vois les jeux de Ritas Vilnius, c'est toujours agréable. Et les Lituaniens, ils font ce qu'ils peuvent avec les budgets dont ils disposent, mais c'est toujours l'école. Donc, je pense que on donne une autre saison à des ligues de Basketball Champions League au Ritas Vilnius et on va les voir et on va les voir aller beaucoup plus loin. Alors moi, par contre, là où j'ai un peu plus de réserve, c'est quand tu parles de Galatasaray. Justement, Galatasaray, quand je regarde le roster, à part deux, trois gros joueurs étrangers, notamment les Américains, ou par exemple, je sais qu'il y avait Brock Motum, il y avait également Daryl Macon qui a signé il n'y a pas longtemps à l'AEK Athènes. Je trouvais il n'y avait pas une grosse profondeur de banc, donc c'est pour ça que je suis pas vraiment étonné de les voir en bas de classement. Et puis on sait les soucis financiers qu'ils ont eu, quoi. Oui, effectivement, c'était pas une équipe très profonde. C'est plus les noms qui étaient impressionnants au début de la compétition, plus que l'équipe en soi. Donc, effectivement, ça n'a jamais été très difficile de gagner contre cette équipe, ni pour Sassari, ni pour Tenerife. C'est clair. Sinon, t'avais un autre coup de gueule? Bah, je, je t'ai je t'ai dit, mon deuxième, c'était Galatasaray. D'autres Ah oui, c'est vrai. Ok. équipes, bah, il y a une petite équipe grecque qui a fait 0-6 aussi, c'est Keravnos. Le Donc, chypriote, ouais. ouais, donc, non, c'est Chypriote, désolé. Et donc, voilà, avoir des petites équipes de petits pays, ça peut aussi donner ça. Mais sinon, globalement, l'équilibre, on l'a vu dans pas mal de groupes. Bah écoute, moi, mon autre coup de gueule, bah, c'est la JDA Dijon. Voilà. D'un côté, c'est pas vraiment un coup de gueule parce que bah, les résultats sont là. Ils ont terminé avec un bilan positif de 4 victoires, 2 défaites. Mais malheureusement, les deux matchs précédents avant de jouer contre Keravnos, le fameux club chypriote dont tu as parlé, ben, ils passent complètement à côté. Ils perdent dans les grandes largeurs face à Nymburk d'abord et face à Bursa. Et ben, ça leur a été fatal. Ça leur a été fatal. Et c'est ce qui fait que dans le groupe B, Nymburk et Bursa, qui terminent avec le même bilan de 4 victoires, de défaites, se sont quand même qualifiés. Et malheureusement, ben, c'est pas passé pour la JDA Dijon. J'ai envie de dire que c'est cruel, mais
c'est comme ça, c'est la loi du sport. Oui, j'étais sûr que tu allais parler des Dijon. J'étais aussi très étonné, surtout parce qu'ils avaient une très belle équipe l'année dernière et ils méritaient la demi-finale. Et puis, une involution cette année, du moins dans les résultats. Je m'attendais à beaucoup plus aussi. Ouais, c'est clair. Eh bien, écoute, Nicolas, maintenant qu'on a fait un petit récap de la saison, on va passer au play-off. Alors, le principe est simple. 16 équipes viennent de se qualifier pour ce qu'on pourrait appeler un top 16 ou un Sweet 16. Et elles vont être réparties dans 4 groupes de 4, avec 6 matchs à jouer, comme en saison. Alors, bah écoute, tu vas nous présenter le groupe I, si tu l'as sous les yeux, Les groupes I, c'est celui de de Brindisi. Brindisi, c'est ça, oui. C'est Alors, ça. bah, les groupes I, c'est un groupe qui va se jouer entièrement entre la Turquie, parce que il y a Pina Karşıyaka et Tofas Bursa, Israël et l'Est de l'Italie, parce que Brindisi, c'est vraiment dans la pointe du talon de l'Italie. Donc, on sort des groupes un petit peu Magna Grecia, parce que ces équipes sont en Anatolie. Et donc, bah, deux équipes turques qui sont assez en forme parce que Bursa est sixième et Karşıyaka est deuxième dans les championnats turcs. Tu as parlé de Cassiaca avec un bail très en forme. Et Tofas Bursa, ils ont quand même perdu contre Dijon et Nimbourg. Donc, eux, ils viennent vraiment de la poule la plus équilibrée. Et puis, il y a aussi Apoel Holon en Israël, avec des joueurs d'expérience comme Guy Pnini, avec un joueur que j'aime beaucoup, un shooting guard qui est Tyrus McGee. Et donc, plan équilibre, je dirais Pinar Cassiaca, pour comme ils sont en train de jouer cette année, c'est les vrais favoris de ces groupes. Et puis, moi, je m'attends à ce que Brindisi peuvent continuer, mais parce que je les connais mieux. Mais je trouve que ça va être vraiment très serré avec Bursa et Olon. C'est vraiment des épisodes qui vont décider tout ça. Donc, Karsiaka avant tout le monde, et puis une grande lutte pour la deuxième place. Bah écoute, je le dis franchement, c'est pas cadeau pour Brindisi ce groupe-là, je trouve. Parce que les deux clubs turcs, c'est deux des meilleurs clubs turcs bah, de la saison, hein. C'est eux qui se sont qualifiés. Et ok, il y a D'Angelo Harrison, il y a Darius Thompson pour épauler, mais je crois que je vois pas Brindisi sortir de ce groupe. Moi, je verrais ben, clairement les deux clubs turcs, voilà, Karjiyaka et Bursa, parce que ben, ils ont des gros rosters. Et en ce qui concerne l'Apoel Holon, est-ce que ça serait pas le parfait outsider? Ça reste à voir. Moi, je trouve que l'Apoel Holon, j'ai peur que ça soit un peu comme pour Brindisi. Donc, c'est-à-dire que il s'appuie un peu trop sur une ou deux individualités. Alors, ok, ils ont des super joueurs US, mais je pense pas que Chris Johnson ou Isaiah Miles, par exemple, à part peut-être aller titiller sur des matchs vraiment serrés les clubs turcs, je pense pas qu'ils vont pouvoir faire la différence. En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'au final, les deux clubs turcs vont sortir de ce groupe. En tout cas, c'est mon opinion. Ok, bah, tu auras probablement raison, on verra, hein, mais ça va être quand même des groupes avec plein de surprises. Donc, on n'est jamais à l'abri hein, quand on fait des pronostics. Et donc, la deuxième groupe, c'est le groupe L, si je ne me trompe pas, ça vient juste après. Et, Non, c'est le groupe J que je oh, les vais. jeux, oui, alors je te laisse présenter les groupes J. Bah écoute, le groupe J, on a Tenerife, voilà. On a Burgos, donc on a les deux clubs espagnols. Et ensuite, on a Igokea, dont on a parlé tout à l'heure, et également Riga. Alors là aussi, ça me paraît un petit peu déséquilibré. Je dis pas qu'il pourrait pas y avoir des surprises parce que le VEF Riga et Igokea
peuvent peut-être être des équipes un peu poil à gratter, quoi. Ils peuvent peut-être aller gêner quelquefois les clubs espagnols sur certains matchs. Mais je pense quand même que Tenerife et Burgos vont pas connaître trop de soucis pour se qualifier. Après, Riga et Igoka peuvent me faire mentir, hein. Mais je pense franchement, vu le niveau affiché par les clubs espagnols cette année en BCL, que Tenerife et Burgos vont se qualifier sans encombre. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Je les ai mis dans mes deux coups de cœur, deux équipes de très haut niveau qui se sont confirmées à ces mêmes niveaux. Et bon, après, ça va pas être facile de gagner à Riga, ça va pas être facile de gagner en Bosnie. Ce l'est peut-être un peu moins si les publics continuent d'être absents. Mais il y a vraiment un fossé entre ces deux paires d'équipes. Et je suis content pour les Italiennes qu'elles aient réussi à éviter à la fois Burgos et Tenerife parce que ça avait été, ça a déjà été un massacre vis-à-vis de ces équipes, notamment pour la Dynamo. Et c'est mieux de les rencontrer plus tard, c'est sûr. Ouais, et d'ailleurs, tu vois, c'est intéressant que tu parles des clubs italiens parce que cette année, c'est les deux clubs italiens qui ont connu de la réussite en BCL, alors que les clubs français, c'était un peu le moins le cas, à part Strasbourg. Et à l'inverse, tu vois, cette année, j'ai suivi un peu l'Eurocup. Oui. La saison précédente en Eurocup, avant que la saison soit annulée à cause du contexte sanitaire, c'était les clubs italiens qui avaient fait forte impression. Et cette année, c'est les clubs français, tu vois. Et parce C'est il y en avait plein. Il y avait tellement de clubs français que il fallait que quelqu'un sorte gagnante. Parce que vraiment, un Eurocup riche en clubs français, j'étais très surpris. c'est clair. Eh ben écoute, ensuite, tu vas nous présenter le groupe. Bah, les groupes, non, moi je te laisse les groupes Non, K ouais, et c'est le je groupe vais K. finir par les groupes L. Je Le te laisse groupe, les groupes K du coup. le groupe K, c'est moi qui va le présenter. Alors, dans le groupe K, on a la ZIC Strasbourg, voilà, dont on a parlé tout à l'heure. On a le Turc Télécom Ankara. On a également l'AEK Athènes. Et aussi, je regarde la quatrième équipe qui est, Et Nijni Novgorod. voilà, Nijni Novgorod. Alors, honnêtement, pour moi, la ZIC Strasbourg peut clairement essayer d'aller chercher au moins, au moins une des deux places du groupe. Je pense que l'AEK, je dirais qu'ils sont favoris. Sur certains postes, certes, c'est vieillissant, mais je pense que c'est ce qui peut aussi les favoriser parce qu'ils ont l'expérience avec Keith Langford, avec Marcus Slaughter, avec Jonas Masulis notamment. Et je dirais que le Turc Télécom Ankara, c'est un gros roster, mais je verrais quand même bien la SIC essayer d'aller chercher au moins un match face à cette équipe turque. Et sinon, Nijni Novgorod, je pense que c'est un cran en dessous, donc pour moi, eux clairement ne vont pas se qualifier. Alors, je suis partiellement d'accord avec toi. Je pense que Ankara va être un très très difficile client pour Strasbourg et je vois Ankara favori avec AEK. Mais j'espère de tout cœur que Strasbourg se qualifie, évidemment. Ankara, c'est une équipe très, très costaud au niveau bah, sous les paniers. L'année dernière aussi, ils avaient dominé. Je dirais aussi que même si Strasbourg a réussi à se qualifier, je n'étais pas enchanté par les jeux mis en scène Hmm. par Strasbourg. Donc, il y a quelque chose à s'améliorer. Il faut que le championnat français reprenne à des rythmes un peu plus soutenus pour que peut-être une meilleure alchimie d'équipe soit trouvée. Mais ouais, je dis AEK et Ankara pour ce groupe. C'est vrai que la ZIG, Strasbourg, m'a pas tellement convaincu en début de saison. Parce que il y a ce fameux match qui gagne contre Riga, c'était un des premiers matchs de la saison de BCL que j'ai regardé,
où il gagne avec un shoot au buzzer de Bonzi Colson. Mais c'est vrai que même face à Ritas notamment, il m'avait pas tellement convaincu. Alors, est-ce qu'ils peuvent essayer j'allais dire de surprendre? Ils ont quand même des super joueurs ricains, hein. Ils ont Brandon Jefferson, Bonzi Colson, ils ont DeAndre Lonsdon qui était passé par Brescia en Italie notamment. Mhm. Ils ont Ishmael Wainwright qui a également la nationalité ougandaise. Donc, c'est là que j'aimerais bien voir ce que ça peut donner, sachant qu'à côté, il y a quelques bons joueurs français comme Jean-Baptiste Maille et Yanis Morin. Donc, à voir, à voir. Mais c'est vrai que le Turc Télécom paraît avoir une profondeur de roster peut-être un peu plus, comment dire, avancée. Mais je trouve que Strasbourg, c'est pas mal. Je leur donne quand même une petite chance, moi, à la ZIG. Ok. Et quant au groupe L, tu es toujours là, je t'entends plus. Si, si, je suis Oui. là. Quant au groupe L, bah, c'est les groupes, on a déjà parlé au début du podcast. Bah, c'est Bamberg qui a conclu la première phase avec un net 6-0. Saragosse et Nimburg et Dynamo Sassari. Donc moi je dis, je pense que Bamberg ils sont nettement favoris pour gagner ces groupes, même si dans les championnats allemands ça se passe pas trop bien pour eux, ils sont 9e. Ils ont gagné la poule contre Bilbao et Casillaca et Fortitudo Bologna, donc ce n'était pas une poule très simple. David Kravic, c'est leur meilleur joueur, il a vraiment brillé. Ils sont très solides dans la surface. Quant à la Dynamo, bah, on en a parlé, ils ont beaucoup de talent. Ils ont un Ethan Happ en plus qui va donner un coup de main à Miro Bilan sous les planches et il va peut-être être une alternative. Il va pouvoir lui donner plus de minutes pour se reposer. Miro Bilan, un joueur incroyable que vous connaissez bien en France parce qu'il a joué à Strasbourg et qui est maintenant sur des niveaux de MVP du championnat italien. Vraiment fantastique, avec une technique remarquable, un joueur qui joue avec la tête et pas avec les muscles, alors que c'est un joueur de 2 mètres 15. Et par contre, Nimburg peut être la grosse surprise. Je ne vois pas bien Saragosse qui est en difficulté cette année dans les championnats espagnols. Ils sont 13e. C'est un groupe qui va être très fan pour les spectateurs parce que à la fois Saragossa, Nimburg et Sassari, ils ont des attaques excellentes. Mais si Sassari est aussi capable de mettre un bon niveau défensif, je pense que Saragossa et Nimburg le sont un peu moins. Donc je dirais que probablement derrière Bamberg, on pourrait voir la Dynamo et même si la Dynamo joue au niveau auquel nous a habitués, la Dynamo pourrait même gagner cette poule parce que nous ne parlons pas du même Bros Bamberg qui jouait l'Euroleague ou l'Eurocup. C'est une autre équipe cette année. Donc, on verra. Moi, je suis assez optimiste pour la Dynamo. Ça ne va pas être facile parce que c'est beaucoup de matchs tout d'un coup entre championnat et BCL entre le 2 mars et le 6 avril, parce que en fait c'est très court tout ça, hein, et donc on verra. Moi je pense, je dirais, si je dois parier, je dis Bamberg et Dynamo. Je suis curieux de connaître ton avis. Alors, ce groupe, clairement, pour moi, quand je vois les équipes, c'est le groupe le plus relevé. Et d'ailleurs, la Basketball Champions League en parle sur sa page Twitter. Ils ont fait un article et ils ont fait un sondage aussi. Les gens pensent que Saragosse peut sortir du groupe. Alors moi, j'ai quand même le même avec toi sur Bamberg. Je pense que Bamberg a quand même un gros roster et qui pourraient peut-être même prendre la première place. Ils ont quand même Chess Filler, ils ont Shevon Thompson, alors lui, il est énorme. Ils ont Michele Vitali, l'italien.
Et ils ont également David Krejci. Donc voilà, c'est pas n'importe quel roster. Alors certes, en championnat allemand, peut-être qu'ils galèrent. Il faut dire qu'il y a aussi des grosses équipes comme des équipes d'Euroleague comme le Bayern en Bundesliga. Mais moi, effectivement, un peu comme toi, je les verrais bien sortir du groupe. Alors après, la question se pose pour ton club de cœur et qui est un club que j'apprécie également. C'est par rapport à la Dynamo Sassari. La Dynamo Sassari, quand tu vois le roster, là aussi c'est énorme, avec Marcos Pissou, Miro Bilan, les joueurs que tu viens de citer, dont Ethan Happ, Emantas Benzius, donc c'est du lourd, hein. Et puis il y a Jason Burnell, un joueur que j'adore aussi, super complet, qui peut aussi bien être présent au point, au rebond, au passe. Mais c'est vrai que Saragosse, je vais pas dire que c'est quasi équivalent, mais ça se tient pour moi. Donc j'hésite. Euh, J'aimerais bien que ça soit Sassari, pour te dire la vérité, mais j'espère que tu m'en voudras pas parce que je sais que c'est un club que tu aimes bien, mais je vais dire Saragosse, moi. Ok. Et Nimburg, alors Nimburg, c'est pas mal sur certains postes, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu short, je trouve que ça manque de profondeur de banc. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais Je ne les connais pas tellement. C'est un club très offensif qui joue bien en attaque et qui est aussi pas mal présent au rebond. Donc, ils jouent avec moins de soucis. Ils étaient dans les Final Eight l'année dernière. Donc, c'est vraiment un groupe, comme tu as dit, très relevé et très équilibré. Mais je suis très confiant pour la Dynamo parce que je sais qu'ils ont les moyens. C'est pas grave s'ils vont perdre quelques matchs en championnat à un moment. Je pense que faut mettre, ils ont appris la leçon après la défaite avec Bakenberg. Il faut être concentré. S'ils relèvent leur niveau défensif, je pense qu'ils peuvent carrément même gagner cette poule. Mais ça va être intéressant. On va marquer nos pronostics. Et toi, tu dis Saragosse et Bamberg, comme ça. je dis Saragosse, mais vraiment, Et comme je t'ai Bamberg dit. comme deuxième club. Alors Bamberg, non, plutôt comme toi, je dirais plutôt, je les verrais peut-être bien à la première place, moi. Ok. Bamberg et deuxième Saragosse. Ok. Et Mais je t'ai dit, Sassari, je peux pas dire qu'ils vont pas se qualifier parce que leur roster est énorme quand même. Et puis ça me ferait plaisir pour le basket italien. on verra, on verra. C'est très, très, très équilibré et on pourra commenter ça à la fin de cette phase. Eh ben écoute, ok. Eh ben on va passer au débat. Alors le débat, c'est un débat qui a été récurrent chez Ficelle Podcast. On en a pas mal parlé avec Corentin, avec Romain, Olivier aussi. Et j'ai décidé d'en reparler aujourd'hui avec toi de ce débat-là. Et je voulais savoir, est-ce que pour toi, par rapport à ce que tu as vu de l'ABCL de cette saison, par rapport aux résultats que tu as suivis, par rapport également aux années précédentes, est-ce que la Basketball Champions League est devenue aussi forte que l'Eurocup? Oui, tout à fait, hein. On en parlait dans un Facebook Live avec Stefano Gentile, qui est un combo guard de la Dynamo Sassari. Dans le top 16, nous y sommes, hein. C'est vraiment, c'est les mêmes niveaux. Mais si on va regarder les principaux championnats européens et où sont placées les équipes de BCL, où sont placées les équipes d'Eurocup, bah, en ce moment, la BCL est un poil mieux que l'Eurocup parce que suffit de regarder en Turquie, bah, Karşıyaka, dont on en a parlé, deuxième, Ankara est quatrième, Tofasbursa sixième. Au milieu, bah, c'est des équipes d'Euroleague. En France, Dijon, qui a joué la FIBA Champions League, est deuxième. En Grèce, l'AEK Athènes est même premier. Peristeri, éliminé de Bessel, quatrième. En Espagne, Tenerife est troisième. Burgos est cinquième. Donc, qui sont les autres équipes dans ces championnats espagnols? Bah, c'est les équipes d'Euroleague, c'est Basconia, c'est Real et Barcelone. Donc, en ce moment, si on doit faire une réflexion sur ces moments historiques, bah, peut-être que la Champions League propose des équipes qui sont
mieux lotis sûrement dans leur propre championnat. Après, juste une petite observation, il est vrai que en Eurocup, on a joué 4 matchs de plus. C'est pas rien en cette période, 4 matchs de plus. Et peut-être que c'est à cause de ça que des équipes comme par exemple la Virtus Bologne ont un peu plus fait des fatigues, ont eu un peu plus de fatigues en championnat. Et voilà, quel est ton avis en revanche? Alors, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au classement des championnats. Parce que, je vais pas dire que ça divise, mais certains pensent que des fois, ça veut pas forcément, comment dire, pas que ça veut rien dire, mais que c'est pas forcément significatif. Que des fois, une équipe peut avoir des résultats en championnat et pas en Coupe d'Europe ou l'inverse, ce qui est pas faux. Moi, je me souviens par exemple de la saison précédente, Venezia qui était au top en Eurocup et qui était pas terrible en championnat, même s'ils avaient remporté la Coppa Italia. Mais c'est vrai que les années précédentes, beaucoup de gens se reportaient sur ce critère-là, tu vois. C'est-à-dire que il y a eu des saisons où on disait, ouais, regardez la BCL, c'est vraiment une C3, ça vaut pas grand-chose. Il suffit de regarder le classement du championnat italien et de voir que la Virtus Bologne, l'année où ils ont été champions, effectivement, ils s'étaient même pas qualifiés en playoff. Je m'en souviens, ils avaient même pas été en playoff du championnat italien. Donc c'est vrai que ça surprend. Mais néanmoins, j'ai noté quelques faits intéressants. Je trouve que ces dernières années, on voit pas mal de clubs émergents qui viennent de la Basketball Champions League. C'est notamment le cas de Tenerife, de Burgos, qui joue encore la compétition. On voit également des places fortes qui continuent à jouer la compète, avec l'AEK Athènes, avec la Dynamo Sassari, avec Nimburg aussi, qui est une équipe qui a souvent eu des résultats intéressants, même à l'époque où ils jouaient l'Eurocup. Et puis, à l'inverse, j'en parlais dans un des derniers podcasts que j'ai fait sur l'Eurocup. On se disait qu'il y a des équipes comme Malaga, Gran Canaria ou Lokomotiv Cuban, même si le Lokomotiv Cuban, j'ai regardé les classements du top 16 de l'Eurocup en ce moment, ils peuvent peut-être encore redresser la barre, mais j'ai remarqué que Gran Canaria et Malaga sont à 0 victoire et 3 défaites, alors on est qu'au début du top 16. Alors, il reste encore quelques matchs, mais voir des équipes comme ça en fin de cycle, c'est là où je me dis que la BCL est dans la bonne dynamique. C'est là où je me dis que quand tu vois que Badalone réussit plutôt bien en Eurocup cette année, quand tu vois la Virtus Bologne qui est énorme et qui prétend maintenant à une place en Euroleague, quand tu vois aussi le Mornarbar qui n'a pas été si mal que ça cette année dans la même compétition, dans l'Eurocup, et puis quand tu vois également Monaco, ces clubs-là, quelle compétition les a lancés ou relancés? C'est la BCL, c'est la Basketball Champions League. On va pas se le cacher. Oui, c'est tout à fait vrai, oui. Et donc, tu vois dans ça, oui, un passage à un niveau supérieur. Bah, il est vrai que gagner l'Eurocup veut dire pouvoir jouer l'Euroleague. Donc, c'est ça l'ambition. Donc, on a parlé du top 16. Donc, on a peut-être les mêmes niveaux dans les top 16. Mais après, si on va dans les top 4, probablement dans les top 4, les niveaux vont être supérieurs dans l'Eurocup. Mais bon, tu as dit, il y a même des équipes à 0 victoire et 3 défaites. Moi, je pense que dans la Ligue des Champions, pardon, dans la BCL, bah, il va y avoir beaucoup plus d'équilibre et c'est ça qui est bien dans une compétition. Moi, personnellement, quand je regarde les équipes d'Eurocup cette année, je trouve qu'il y a des clubs mineurs turcs par rapport à ceux qu'on voit en BCL et en Euroleague. Il y a des équipes qui, je pense, ne se seraient pas qualifiées dans les top 16 de FIBA Champions League. Et je pense à Brescia, à Trent aussi, ou peut-être Trent, ils auraient réussi, mais bon, Ulm, Lietkabelis, qui était l'année dernière en Champions League, Anvers, Patrasso. Il y a aussi beaucoup de clubs français, même les clubs qui ont un peu plus de mal en championnat. Et donc, bah, dans le complexe, je pense que c'est vraiment, nous sommes au même niveau et dans les top 16,
nous sommes au même niveau et même un petit peu mieux la Champions League. Et puis, c'est dans les top 4, évidemment. Nous avons des équipes qui ambitionnent à l'Euroleague et qui, du coup, sont supérieures par rapport aux meilleures équipes de Champions League. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est par rapport aux clubs dont on parlait tout à l'heure, qui ont, j'allais dire, créé la surprise en BCL, bah, les clubs comme les Bears, les clubs comme le Falco Zombatelli. Est-ce que ces clubs-là, ou peut-être même le VF Riga, on peut les mettre dedans, est-ce que ces clubs-là, avec un format comme il y a eu en Eurocup cette année, où ça se jouait sur une dizaine de matchs la saison dans chaque groupe, est-ce qu'ils se seraient qualifiés en play-off? C'est là où j'ai mis plus de doutes. Si tu veux, cette année, le format resserré de la BCL est peut-être ce qui a permis à ces clubs-là de se dire, ben voilà, il y a peu de matchs à jouer, on peut peut-être créer l'exploit, et de toute façon, on est dans des groupes de 4 équipes, et c'est vrai que c'est pas passé loin. Ok, oui, tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, ça m'a étonné l'effet qu'ils aient voulu faire en deuxième tirage au sort parce qu'ils auraient pu tranquillement récupérer les poules qui avaient été tirées au sort au début et qui ensuite ont été divisées en deux parce que c'était des groupes de 8, des 8 équipes. Ils auraient pu, par exemple, remettre dans Strasbourg et VF Riga avec Sassari et Tenerife, parce que ça, c'était le groupe original, et continuer comme ça. Mais bon, comme ça, au moins, on va éviter de voir. Il va y avoir 2 matchs en plus, parce que dans cet exemple concret, Sassari ne va pas rejouer avec Tenerife. Donc, écoute, moi, de mon côté, je suis très content que tu m'aies invité à ces débats. Et c'était très intéressant aussi de les faire en français pour moi, parce que normalement, je parle de basket en italien. Et j'ai hâte de te retrouver à à la fin de cette phase pour pouvoir commenter les résultats finaux. Eh ben écoute, Nicolas, ce fut également un plaisir pour moi. De toute façon, on aura l'occasion de refaire de nouveaux podcasts qui traitent de la Basketball Champions League ou d'autres compétitions. Et puis, ben, on espère que vous serez nombreux à nous écouter parler de nos pronostics sur la phase finale de la Basketball Champions League. Allez, à plus! Merci.